Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir à l'instant pour votre émission Le Jury du Dimanche, le premier dimanche du mois d'août. Mahmoud Ibra Kane à la présentation, iRadio, la première radiovision du Sénégal, ITV et imedia.sn, votre chaîne de télévision et votre site préféré. Nous avons le plaisir de recevoir Dr Babacar Niang. Il est médecin-chef à Suma Assistance. Bonjour, docteur. Bonjour, Ibra Kane. Comment arriver à bout de la pandémie de Covid-19? Entre traitement et vaccination, le Sénégal cherche la solution à l'image de la planète tout entière. Des millions de cas, des centaines de milliers de morts à travers le monde, sans compter les dégâts collatéraux de la crise sanitaire que nous vivons. À côté du protocole de traitement qui fait toujours débat, le vaccin est d'un tout autre enjeu. Au jour d'aujourd'hui, plus de 4 milliards de doses de vaccins ont été administrées à travers la planète. Ce chiffre cache cependant des disparités. L'Afrique, comme c'est malheureusement souvent le cas, se taille la portion congrue aussi bien des vaccins que des vaccinés. Une tendance à inverser nécessairement. Notre pays, en ce qui le concerne, a lancé depuis plus de 4 mois une campagne de vaccination à grande échelle, une campagne avec des hauts et des bas. Tout le monde cherche sa dose. Dès lors, une question importante se pose. Quelle communication sur le vaccin tout en continuant à traiter les malades? Docteur Babacar Niang, donc, vous êtes notre invité, vous êtes spécialiste des urgences aussi, également de la médecine aéronautique, on aura l'occasion d'en parler. Les chiffres font trembler le Comité national de gestion des épidémies par la voix de Madame Ndiaye, Khemes Ngom Ndiaye, a dit que le Delta est bien là. Sur 100 cas testés, il y a 70 au moins qui ont le variant Delta. Des jeunes de 20 à 34 ans ont chopé le virus, certains en sont morts, des femmes enceintes, des enfants. Personne n'est aujourd'hui épargné. Est-ce que le Sénégal est toujours dans le bon tempo dans sa riposte contre la pandémie à Covid-19? Ibra Kane, je remercie les éditeurs de ITV et tout l'ensemble de la population sénégalaise qui est à notre écoute. Je pense que vous êtes très écoutés dans le monde même. Donc, un petit coucou à tout ce monde-là. Bon, je vous remercie encore de la confiance que vous me faites. Quand on voit la France qui rentre dans son quatrième vague, avec histoire polémique, même de démocratie et de finances et d'économie même. Moi, je pense qu'on a parlé quand même de ce qu'on appelle l'exception africaine. Il faut être clément avec le Sénégal. Il faut clément avec le monde, parce que personne n'a choisi cette maladie-là. Bon, il y a d'autres hypothèses qu'on est en train, mais quand, chinois ou pas chinois, on vous dit que vous allez mourir aujourd'hui du Covid, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que votre pays a fait ou qu'est-ce que votre pays n'a pas fait? Ces jeunes de 32 ans, intubés, ventilés, dans mon service, qu'on perd. Vous confirmez donc qu'il y a des jeunes de cet âge-là? 32 ans, filles oui. De 32 ans, 42 ans. Ils ont pu s'en sortir? On a transféré, on a perdu un jour, on a perdu 7 personnes dans la même journée. 3 dans la nuit, 4 dans la journée. Rien qu'à Suma Assistance. Rien qu'à Suma Assistance. Et ça, je vous dis, c'est la science a avancé. Vous êtes atteint, on vous fait une radio, votre pronostic est clair. Oui, mais montrez-nous un peu. Comment ça se passe quand on dit qu'une personne a le Covid? Comment ça se passe? Personne que ces trucs. Bon, il y a d'abord une malade? Présentation mondiale oui. Où les gens veulent nous mettre dans des canevas scientifiques. D'accord? Donc, des pays ont décidé que c'est le PSR qu'on fait dans le nez, qui est le seul valable pour avoir des droits socio-économiques si l'assurance marche. On a des problèmes d'assurance, on a des problèmes de sécurité sociale, et il y a des lois assez disparates qui sortent.
Il y a des assurances qui refusent de les prendre en charge. Il y a des assurances qui disent si vous êtes vacciné, vous avez une complication, vous êtes en période d'essai thérapeutique. Le vaccin est considéré comme un essai thérapeutique actuellement par la plupart des assurances. Si vous avez un prêt et que vous arrive quelque chose après une vaccination, votre assurance ne vous plus prendre en charge. D'accord. Au Sénégal, au début aussi, bon, je veux revenir malheureusement aux 1000 milliards. Hein? L'État avait dit, je vous prends en charge tous, les sociétés venaient donner de l'argent, les assurances ont donné de l'argent, et au bout de 6 mois, on était dans le dilemme. Soit il n'y avait pas assez de moyens pour soigner, et là, si les assurances disaient, mais nous on a donné, on ne paye plus. Donc on est en train de ce problème socio-économique énorme. Donc, mais dans tout ça, je vous dis, il y a un grand système, bon, Big Pharma, Big Global qui est là. Nous, même médecins, je peux vous dire, j'ai mon cas là, où je sais, moi, depuis que je suis né et que je fais médecine, qu'un virus n'a pas de traitement. Mais j'ai accepté de prendre. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Un virus, à part le HIV qu'on vient de découvrir, des termes bloquants du virus, tous les autres virus, il n'y a pas de traitement. Comment vous vous débrouillez? Et justement, c'est ça que je vous dis, il y a des dogmes, il y a des consensus qui malheureusement ne sont pas désintéressés. Un protocole, comme on dit. Des protocoles, Il y a des protocoles qui sortent. Il n'y a pas qu'un seul protocole. Aujourd'hui, pour parler de la Covid, il n'y a pas qu'un seul protocole. Il y a plusieurs protocoles. Voilà, vous avez entendu l'histoire de notre ami docteur Marseillais. Hein? Raoul. Tout ce que ça a soulevé. Il n'a pas à faire ça, il n'a pas à dire ça, il n'a pas à dire ça. Bon, le Maroc continue à utiliser la Nivaquine. Nous, les Sénégalais qui connaissons la Nivaquine depuis des décennies, ce n'est pas dans notre processus venant du ministère de la Santé. D'accord. Avant d'aller plus loin, comment se présente la personne qui a le Covid? Comment son organisme se présente? Là, j'ai un cas typique de moi-même qui l'a eu en allant aider un malade. À 65 ans, on m'avait interdit d'aller dans le service. Je faisais que de l'administration. Mais malheureusement, un jour, j'ai vu une famille qui courait vite de l'oxygène. Bon, j'ai eu le réflexe de l'urgentiste, j'ai pris la bouteille, je suis monté, je l'ai installé. Votre responsabilité de médecin. Oui, et comment ça se présente? Parce que vous avez des documents. Donc, étant médecin, j'ai été pris en charge très vite. Très vite. Hein, donc le PCR dans le nez, qu'on a fait le samedi. Le samedi soir, on a eu les résultats en passant par des systèmes de compagnonnage, malheureusement. Et dans le système, il fallait faire une radio pulmonaire, un scanner pulmonaire qui est déterminant maintenant pour tous les diagnostics. Les jeunes que j'ai dit malheureusement qu'on perd, c'est des pourcentages qui sont pris à de 50%. D'accord? Donc très vite, scanner, vous verrez là, absence de foyer pulmonaire. Donc on me fait tomber dans le protocole, 3 antibiotiques, et résultat, 10 jours après, 12% de lésions. Donc l'antibiotique a servi à quoi? Quoi? À rien. À rien. À rien. Mais on a un système de panique entre nous, entre le malade et le truc. Tout le monde a dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Un antibiotique, 2 antibiotiques. Quand vous voyez aussi que cette avalanche même vous montre qu'il y a déjà un problème. Parce qu'un antibiotique, quand il est efficace, c'est 1, maximum 2. Et ces lésions-là, c'est au niveau du poumon? Au niveau du poumon. Oui. D'accord. Et il y a ça. Il y a les images, bon, je ne sais pas si ça c'est celui-là où il y a déjà les lésions. On a des lésions de fibrose, ça s'appelle. C'est les parties blanches que vous voyez qui vont venir perturber le fonctionnement du poumon. Le poumon est un ponche souple qui vous permet d'avoir une ampliation générale, mais il y a de la fibrose qui va se développer dedans. C'est comme dans un bâtiment, vous avez du fer. Ce fer va se rouiller et englouer vos poteaux et les rendre faibles. Donc ça aussi, c'est tout un avenir qu'il faudra savoir pour l'avenir de tous les gens qui ont eu le Covid, à 10%, à 20%, que va devenir cette fibrose. La dangerosité de ce virus, c'est vraiment surtout, il s'en prend au poumon. C'est là qu'il trouve tout ce qu'il lui faut. Il y a de l'oxygène pour vivre, il y a du sang qui amène des nutriments. Donc, il s'installe là. Il s'installe et si on n'arrive pas à le déloger, le délogement qu'on a actuellement, qui est le plus efficace, c'est votre système immunitaire.
Il faut qu'on vous aide avec des vitamines, avec des bonnes nourritures. Et malheureusement, on ne mange pas quand on est malade. Ça, personne ne vous le dit. Mais vous, je suis resté 3 jours sans manger, tout par perfusion. L'estomac, rien, il n'y a rien qui rentre. L'eau a un goût infect. L'eau le plus naturel, un goût infect. Ça aussi, bon, les médecins sont en train de trouver ce qu'on appelle des bains de bouche pour arriver quand même à vous rendre un peu cette importance de la nourriture. Alors, plus de 60 000 personnes déclarées positives, je parle des statistiques du Sénégal, plus de 1300 décès, mais parallèlement, près de 800 000 vaccinés, bon, plus de 700, près de 800 000, sur une population de près de 17 millions. Le CNGE n'écarte pas le risque de débordement des centres. Peut-on parler, mais vraiment, de catastrophe sanitaire qui peut finalement, dont la maîtrise peut nous échapper? C'est que je peux pas juger mes collègues. Oui. Je ne suis pas dans leur bureau. Oui. Je n'ai pas le temps d'y aller même. Oui, je ne vous demande pas de juger vos collègues, mais la situation qui nous est présentée, comment vous la jugez? Je vous en tirer, monsieur. Oui. Je suis passé de 7 chambres en me disant qu'on est confronté, les gens me sollicitent. Assumant assistance. Il y avait une cafétéria qu'on a rasée, qu'on a transformée en 7 lits. Dès le départ de la maladie, au mois de mars 2019, je suis toujours dans les dates. Oui. Tout de suite débordé, plein. Je prends le 4e étage de la clinique, 10 chambres. Je prends le 3e étage, 10 chambres. On n'a plus de place. On vient d'installer un hôpital de campagne avec les services des bâches de Quelcom. Excusez-moi de faire la publicité. On est en train de gagner encore 12 lits. Et ces 12 lits, c'est la bagarre tous les jours. Et vous êtes passé de 7. De 7 à 37. À 37 aujourd'hui. Et la demande vient de partout. Hier, on était à Sabodala par avion pour aller chercher un malade qui malheureusement a trop attendu aussi. Que faut-il faire déjà par rapport au centre, aux structures de manière générale, parce qu'il y a le public, il y a le privé. Que faut-il faire aujourd'hui pour ne pas être débordé? Parce que c'est surtout je crois que de chacun tout faire pour ne pas être débordé. Conscient du danger de tous les siens, de tous les nôtres. Ta famille, toi, ton ami, tout. Je vous jure, en tant que médecin, on est dedans. Et on bondit, on rebondit. Parce que c'est fini, ça recommence, c'est fini, c'est pas fini, ça recommence. C'est revenu Delta, c'est pas Delta, le vaccin marche, ne marche pas. Vous voyez, c'est vraiment, comment ça s'appelle, les stimulateurs de neurones. Vous êtes là, il faut les moyens, il faut du temps, il faut des gens. Et ça aussi, vraiment, remercier à toute la population médicale. On a vu personne reculer. Il y a des gens qui sont en train de mourir même dans le milieu médical. J'ai oublié, Madame Ndiaye a dit qu'il y a des médecins qui ont chopé le virus et certains même sont décédés. Voilà. Je n'ai jamais vu un certificat médical d'un infirmier ni d'un médecin pendant le Covid. Donc ça aussi vraiment, comme on dit. Oui, alors parlons du vaccin. Votre collègue, le professeur Seydi, déjà déclare contre le 19 et le 25 juillet, il l'a dit chez nos confrères de Walf, le nombre de décès a augmenté de 90%. Il ajoute, pour le regretter, que la communication sur le vaccin n'a pas été faite à temps dans notre pays. Quel regard vous jetez sur la campagne de vaccination telle qu'elle est gérée au Sénégal? Monsieur Ibrahim, quand une population est sceptique de son pays, quand une population n'accepte plus rien de son pays ou de ses dirigeants, qui va leur parler? Oui, mais pourquoi cette population est réticente alors que c'est pour son bien? Si je lui dis que je suis médecin et que j'ai entendu 10 milliards passer pour lutter contre un virus, je souris quand j'entends des Jakarta qui devaient recevoir de l'argent, qui n'ont pas reçu d'argent. On est atterrés. Nous-mêmes qui sommes intellectuels, qui fréquentons tout le monde. Ces ministres-là, on les fréquente, on les voit.
Il faut donc, ce que vous êtes en train, de mettre le doigt sur l'exemplarité. Quand elle fait défaut de la part de ceux qui gèrent, effectivement, ça peut créer des réticences. Mais je veux dire, docteur, que quand on dit à une population, à un être humain qui fonctionne normalement, protège-toi, mets le masque, utilise le savon ou le gel, fais le test, va te faire vacciner, c'est un discours qui devrait passer chez un être... Mais qui te le dit? Qui te le dit? Là, on a entendu... Ça dépend de celui qui lui demande. Qui te le dit? Là, on n'a entendu rien dans la 4e phase. Vous avez entendu une personnalité de l'État dire quelque chose? Oui, on a vu des personnalités se faire vacciner, devant les photographes, devant les caméras. Troisième vague. Oui. Actuellement. Oui. Quelqu'un a osé même nous conseiller de mettre des masques. Ils n'osent pas. C'est eux-mêmes qui ont fait 1000 réunions, c'est eux-mêmes qui ont fait 40 réunions, c'est eux qui continuent à faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Que faut-il faire? Justement, c'est pour la population en train de s'organiser. Je pense qu'ils vont trouver eux-mêmes leur chemin. Parce que vous avez vu, cette phase-là, elle est plus grave. 90% de décès par rapport que dit professeur. Professeur, quand même, tout le monde le croit. Professeur Seydi. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le petit geste qu'on a dit? Tiens, comme il y a ça, on va au moins aider les gens à être enterrés bien dans les cimetières. Les gens arrivent avec leur virus, ils sont entourés de leur famille, ils vont enterrer, ils repartent tous avec le pourcentage de contagiosité du Delta. Hein? Oui. Une personne vaccinée attaque 6 personnes. 6 personnes, parfois 10 même, j'ai entendu 10. 6. Mais au moins 6. Au moins 6. Hein? Et dans notre pays, vous avez aussi, il y a eu des monopoles. Il y a l'Institut Pasteur qui prend les analyses de tous les Sénégalais. Et je n'étais pas du Sénégal seulement, jusqu'à Madagascar. L'Union européenne d'ailleurs qui donne l'argent, faites ce que vous voulez, récupérez les chiffres. Bon, des données médicaux comme ça, vous savez à quoi ça sert. C'est la force maintenant. Ça sert à quoi? Voilà, mais ça sert à redévelopper des vaccins, à nous récraser sur notre système. Et là, mais il y a quand même l'IRSF. Est-ce qu'on peut parler vraiment de monopole? C'est nous qui l'avons mis dedans. Pasteur. Il a fallu qu'on parle 20 fois pour qu'on le mette dedans. Et que ce qu'on lui a donné, que la région de Thiès. Ces appareils-là qui font ces tests-là. L'IRSF n'est impliqué que pour la région de Thiès. Et pour tout le reste, c'est l'Institut Pasteur. Et vous pensez que c'est une situation de monopole qui n'est pas bonne? Parce que des monopoles, c'est de la colonisation de nos arrière-grands-pères. Là, ce n'est pas le ministre de la Santé qui décide nos tests. Hein. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, je vous fais un prélèvement, je suis obligé d'aller le déposer au district. Le district l'amène à Pasteur. D'accord? Et même notre ami aussi, il dépend d'un organisme. Gilayad, un grand laboratoire multinational. Qui est notre ami? Non, même IRSF. L'IRSF. Du professeur Souleymane Boub, docteur Cheikh. Professeur Seydi, la moitié de son hôpital qu'il vient d'ouvrir a été financé par un laboratoire privé. Bon, il nous promet que lui, tant qu'il sera là, il va gérer. Mais vous savez, ils sont très forts. Ils vous prennent les étudiants, ils les forment. Qui Ces laboratoires-là. C'est ces laboratoires que je vous dis. Moi, médecin, j'ai pris 3 antibiotiques qui ne servent à rien. On arrive, moi, à me convaincre avec cette Big Pharma que, alors qu'on m'a appris qu'un virus, il n'y a pas d'antibiotique qui peut lutter contre un antibiotique. D'accord? Il faut quoi alors? Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit. Le vaccin, il faut se prémunir avant même d'avoir le virus, ou quand on l'a, au moins que ses effets ne soient pas le vaccin n'a graves. pas pris le temps qu'il faut. On est en train de jouer encore sur la panique, sur la peur. Et pendant ce temps-là... Mais justement sur la peur, mais malgré tout, mais quand même, docteur, ce qui est paradoxal, vous avez, tout à l'heure, j'ai donné des chiffres, plus de 4 milliards de doses administrées à travers le monde, et malgré les critiques qu'il a essuyées, le vaccin AstraZeneca, Oxford, a été le plus administré à travers le monde. Pourquoi on a une 3e vague? Mais bon, moi je ne peux pas répondre à votre question. Peut-être vous êtes le mieux placé. Le tétanos est efficace. On n'a plus de tétanos quand vous tombez d'un vélo.
Quand vous tombez d'un Je vélo, vous renvoie la question. allez à l'hôpital Fann. Il y avait un service. Alors on a une troisième vague. Parce que les vaccins ne poseraient problème. Ils ont dit déjà qu'ils ne sont pas à 100%. Oui. Il n'est pas disponible dans le monde entier. Oui. Si vous voulez lutter contre un seul virus qui est dans le monde entier, si je me vaccine, monsieur Ibrahim Khan, je vous laisse ne pas vous vacciner. Parce que vous ne pouvez pas l'acheter. Et ceux qui ne peuvent pas l'acheter sont encore plus nombreux que ceux qui peuvent l'acheter en population. On est en train de tourner en rond. Et vous avez vu, la guerre froide est repartie. Ibrahim Khan, la guerre froide est repartie avec cette maladie-là. On accuse les Chinois de l'avoir libérée, les Américains sont dressés contre eux, les vaccins, c'est moi le meilleur vaccin, je suis européen, je suis chinois, je suis russe. N'oubliez pas, les Russes, même on les entend. On les a entendus un peu. Je rappelle donc, quand même que... cette globalité de maintenir le monde sous un joug, ne vous cachez pas, dans la médecine, on n'est pas à l'abri. Je rappelle que vous suivez votre émission, le jury du dimanche, qui reçoit Dr Babacar Niang, médecin-chef à Suma Assistance. Et au passage, cela fait 100 ans que le BCG existe. Hein? La tuberculose, le vaccin contre la tuberculose existe. Question de nos auditeurs et téléspectateurs. Sambar Ndiaye. Je voudrais avoir l'avis du docteur sur le cas des vaccins Johnson & Johnson qui auraient été offerts aux pays pauvres, dont le Sénégal, après que les Français l'ont refusé. Y a-t-il lieu de se méfier de ce vaccin? Bon, est-ce que c'est un problème scientifique ou est-ce que c'est un problème économique ou c'est un problème politique? Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai rappelé tout ça. Je ne sais pas si la nouvelle génération est au courant de ce que c'était quoi la guerre froide. Il faut intégrer cette donne. Donc, dire aux gens quand même que le Johnson & Johnson qui est là au Sénégal, il faut le prendre. Bon, moi, je vous dis, je laisse libre cours à l'esprit. Mais n'oubliez pas, le Dispharm n'est pas... Le vaccin chinois n'est pas reconnu par l'Europe. Oui, Sinopharm n'est pas reconnu par l'Europe. Sur quels critères? Et quand l'OMS, qui est l'organisation internationale, l'a reconnu. Vous voyez, donc... On vous suit, mais vaccinons-nous quand même. Si vous n'avez pas le choix. Mohamedou Lamine Gueye, quel est son avis sur les cas positifs de cette Covid-19 et qui ont, malgré tout, qui ont été vaccinés, mais qui ont eu à attraper le virus? On dit quand même qu'ils n'attrapent pas les cas graves, mais pourquoi il y a autant de morts alors? Bon, au Sénégal, on n'a pas été assez vaccinés quand même. Ça, oui. Si vous le reconnaissez, si on n'a pas atteint 1 million de vaccinations à cause de ce scepticisme que je vous disais, on ne peut pas y arriver. Mais même dans les autres pays, en France, on a eu quand même des 20 000 cas d'infection par jour, malgré que la vaccination est en train de prendre de la vitesse. Bon, là-bas aussi, ils ont été très sceptiques. Comment ça s'appelle, les Américains, ceux qui ont fait même AstraZeneca, les Anglais, en utilisant leur terrain de jeu, l'Inde, ils ont créé des milliards de vaccins. Vous voyez, la variante Delta, qui est la plus mortelle et qui est la plus dangereuse, est partie de ce pays-là. L'Inde est en train de produire. C'est l'Inde qui produit le Johnson & Johnson. Non, pas le Johnson, l'AstraZeneca. Donc, ils ont une production qui aurait pu être mondiale et qui n'en est pas loin. Et malgré tout, c'est parti de là-bas. Et donc, ça n'a pas... On a entendu une autorité religieuse, depuis le début de la crise, avoir une posture qui n'a pas varié. Puisqu'on parle de variants, c'est le khalife général des Tijanes qui martèle toujours il faut que les autorités, que le gouvernement disent la vérité à la population. Mais aujourd'hui, comment dire la vérité? Et quelle est cette vérité? Qui va le dire? Est-ce qu'on va l'écouter? D'accord, mais je vous pose la question. Vous êtes là aussi pour répondre aux questions. Quelle est cette vérité? Parce que quand vous dites que l'Inde qui fabrique AstraZeneca, et AstraZeneca, c'est le médecin le plus administré pour l'instant, en tout cas à travers le monde, et que le variant Delta est parti de l'Inde, entre autres choses que vous avez dites, mais quelle est cette vérité à dire aux gens? Bon, cette vérité, ce que je vous dis, c'est comme quand je vous parle d'un virus, il n'y a pas de traitement actuellement des virus.
Ça, c'est la microbiologie. Hein, bactéries, virus, parasites, dont le palu. Hein, vous voyez, c'est connu. Ils sont là, ils sont classés. Hein, on fait des recherches depuis des années pour trouver. C'est sur le HIV seulement qu'il y a eu vraiment une aide à la science et on est arrivé à trouver des bloquants. On n'a même pas trouvé des virucides. Virucide, c'est celui qui tue le virus. On trouve des virucides, des virus statiques qui bloquent le virus pour qu'il ne se développe pas. C'est ça qui a permis au moins qu'on a calmé le HIV dans le monde. D'accord? Et là, ce virus qui vient de sortir, il y a moins de 2 ans, hein? Bon, on n'a même pas le temps de faire les tests. Et vous avez vu les vaccins, on est en période d'essai thérapeutique. C'est reconnu par les assurances que celui qui se vaccine aujourd'hui, il est en essai thérapeutique parce qu'on n'a pas eu le délai, le recul suffisant pour voir les complications des vaccins. Bon, c'est tout ce mélange malheureusement, mais la vérité, c'est de dire qu'il n'y a pas de traitement. Protégez-vous. Si le vaccin est efficace, prenez-le et qu'on arrête un seul virus d'avoir 40 vaccins. Et on a une expérience quand même en matière, je veux dire, de prévention, la lutte contre le sida. On le rappelle, le Sénégal a réussi à maîtriser son taux de prévalence autour de 0,7 à 1%. D'accord. Et en mettant en contribution les relais communautaires, justement, en se protégeant tout simplement. Il y a un moment où il n'y avait même pas de mais oui, traitement. mais est-ce que cette mobilisation communautaire, elle ne devrait pas être possible aussi aujourd'hui? Elle est là. Moi, je connais Prodavac, je connais tous les gens sont là, les tantes badiennes sont là. J'ai fait des émissions avec des tantes badiennes, mais ils disent qu'ils ne voient rien. Les Badjenogor, il faut les utiliser, les chefs de quartier, délégués de quartier, les sociologues, les autorités religieuses. Parce que nous, les médecins, on est les derniers. On est les derniers où les gens ne devraient même pas arriver chez nous. L'idéal, ce serait qu'il y ait un système où les malades n'arrivent pas chez nous. Et je vous dis, le traitement préventif actuel est efficace. J'ai 65 ans, ça fait 2 ans que j'allais à la clinique. On a dans la clinique plus de 125 personnes qui travaillent. Personne ne l'a attrapé pendant son travail. Personne. En mettant nos gels et en mettant nos masques et en mangeant, je dis manger avec les malades, dormir avec les malades, puisqu'on passe la nuit avec eux. Hein? Donc, on voit des infirmiers qui rentrent dans votre chambre, qui vous font les soins, qui repartent tranquilles. Leur femme ne leur demande rien, leur mère ne leur dit rien, et ils sont toujours présents à leur poste. Et ils ne l'attrapent pas. Donc, vous voyez une technique qui aurait été efficace comme pour lutter contre l'HIV. L'HIV, on a tout fait. Bon, il y a eu des problèmes religieux même, mais malgré tout, dès qu'on a libéré les moyens de protection, c'est en train de chuter, c'est rentré dans les têtes des gens que voilà les sources de cette maladie-là. N'y allez pas et les gens n'y vont pas. Je rappelle que vous suivez votre émission Le Jury du Dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Alors, parlons d'un aspect de cette lutte contre la pandémie. Ce sont les CTE, certainement vous en avez parlé, vous en avez entendu parler, les centres de traitement des épidémies, on a parlé de l'oxygène et autres équipements médicaux. Est-ce que la thèse d'un démantèlement au profit des cliniques privées, vous en avez une qui s'appelle Suma Assistance, est fondée? On n'est même pas sur le même plateau ou sur le même ring. Il n'y a pas d'équipements venant du public qui se sont retrouvés dans les cliniques privées? Ça, je vous ai envoyé des annonces publicitaires où les gens vendent du matériel. Les gens vendent du matériel, oui. Ils nous proposent du matériel. Oui. Voilà. Et ils ont qui vous propose du matériel? Il y a des pignons sur roue, il y a la maison de Skerserinbi que tout le monde connaît, qui te sort tout le matériel que tu veux. Oui, est-ce que parmi ces équipements qui vous sont proposés, il y en a qui viennent du public, des structures sanitaires publiques? J'en suis sûr. Vous en êtes sûr? Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et tout le ministère de la Santé qui vient, la première recommandation qu'on lui dit, c'est de ne pas y aller. De ne pas soulever ses lièvres. Et vous achetez quand même? Non, nous, on achète par des revendeurs qui sont agréés. Hein. Des revendeurs agréés? Des revendeurs agréés, ils ont pignon sur roue, ils ont leur linéa, ils ont tout. Et les autres, même qu'on voit que c'est
c'est des bricoleurs, mais même eux, ils ont le formulaire. Ils ont le formulaire. Les gants actuellement, si vous ne faites pas 7 000 francs, vous n'avez pas une paire de gants qui coûtait 2 500. Mais ce qu'il y a aussi, docteur, il y a, en tout cas c'est une forte perception, un conflit d'intérêts entre un médecin qui officie dans une structure publique et ce même médecin qui officie aussi dans le privé. Absolument. Il y a ce conflit d'intérêts. Et comment... on est les plus grands perdants, nous, qui sommes installés que dans le privé. Parce que déjà, ils recrutent dans l'hôpital. Monsieur Rahman, je dois vous opérer, je n'ai pas le temps à l'hôpital, venez avec moi dans ma structure. C'est-à-dire, en vous entendant, moi, j'avoue, que je trouve que c'est grave et j'ai même parfois froid dans le dos parce que j'ai l'impression que rien n'est fait pour arrêter des choses qui sont anormales. C'est des choses qui ont été anormales pendant... Ça a été anormal pendant longtemps. Oui, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas l'arrêter? Au ministère de la Santé, vous commencez à travailler là-bas. Il y a une caisse que vous recevez votre part tous les mois. Une commande, on te dit, on te fait une commande de 2 milliards. Tu amènes 100 appareils, on te prend 10 appareils, on te rend les 90. On vous rend les 90 appareils. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 90 appareils? Le gars dit, mais attention, vous m'avez... Non, on en a besoin que ça, tu nous as livré, va-t'en. Y a-t-il ou pas un esprit d'équipe entre le public et le privé que vous êtes, ou s'agit-il finalement d'une concurrence, pour ne pas dire d'un mortal combat? Non, Monsieur, si je vous dis qu'on a des réunions, ce qui s'appelle le secteur privé, quand on y va, on a plus de public que de privé. Les bailleurs de fonds qui ont décidé un moment qu'ils ont déjà trop donné à l'État. Trop donné. Comment vous entendez le mot trop donné? Hein? Je te donne 20 Getzner, tu emportes 2. Donc il y a 18 Getzner qui sont en train de se gâter. Oui, je te dis, dans la naïveté de ceux et de celles qui nous écoutent, qui nous regardent, je veux dire, il devrait y avoir une complémentarité entre le public et le privé dans le domaine de la santé, parce que la santé, elle est vitale. Non, c'est deux mondes vraiment complètement séparés. Deux mondes complètement séparés qui vivent du public. Le public aussi, bon, quand ça ne marche pas, ils viennent dans le privé. Bon, le privé aussi, on n'a pas assez de ressources. Donc, c'est des gens du public où il y a une loi qui leur permet, à partir de 16 heures, de faire de la médecine privée. Il y a une loi qui permet à un officiel, un professeur, il a tant de cours à donner, il a tant d'heures de soins, il a droit à tant d'heures. Et puis c'est un métier, vous avez vu, on ne travaille pas à la machine. C'est encadré légalement. Voilà. Un dimanche, vous rentrez. Non, ça c'est encadré, même le dimanche, vous rentrez chez vous. Oui. Je vous téléphone, vous êtes professeur en pneumologie. Oui. Aidez-moi à regarder cette radio. Oui. Vous n'allez pas me dire non, déontologiquement déjà. C'est ça. Donc vous voyez, c'est un système impliqué. C'est encadré légalement, mais dans les faits, il y a des abus. Il y a des conflits d'intérêts. C'est ce que je vous ai dit, que ça existe. Il y a des gens, c'est à l'hôpital même qu'ils le font. Il y a des publics qui font leur privé dans l'hôpital. Et nos amis français Nabella, quand ils viennent au Sénégal, c'est tout un tas d'histoires. Professeur, vous m'avez soigné dans un hôpital, je ne vous paye pas. Mais le Sénégalais, lui, il est habitué. Il va à l'hôpital, il y a un professeur, il a prévu de l'argent pour le payer. Par contre, nos amis français Nabella, Burkina, quand ils viennent ici, va voir le cardiologue, oui. Monsieur le cardiologue, oui, facture 120 000, mais monsieur, pourquoi vous me facturez? Je suis dans le public. Déjà, vous devez m'envoyer la facture. Et encore, vous voulez que je vous paye à main propre. Il y a eu des histoires... D'accord. Et pour parler de la stratégie de riposte contre la Covid, comment le secteur privé de la santé, si on peut l'appeler comme ça, je mets les guillemets, est associé à cette stratégie de riposte? On n'a jamais été associé. On n'a jamais été associé, on a même été éloigné. Dès qu'il y a de l'argent, de toute façon, vous voyez, les diables se réveillent. Hein, quand on a parlé 1000 milliards, on nous a acheté. C'est quand ça ne va pas maintenant qu'on nous dit, venez, vous regroupez, on va vous aider. Et nous, on n'a pas besoin d'aide. C'est la population sénégalaise qui a besoin d'aide. Si je vous dis qu'il y a des malades qui payent 900 000 francs d'oxygène pendant leur hospitalisation, j'en achète 2 millions par jour.
l'oxygène, dans le privé, que je suis obligé de redonner. Quand on entend et qu'il y a... cet oxygène-là est vendu au malade qui est dans une situation de détresse et on peut avoir besoin, j'ai suivi des explications, on peut avoir besoin d'oxygène de combien d'environ hein? On parle de biberon. De biberon, oui. Biberon, oui, je veux dire que ça coûte parce que les bouteilles... 10 mètres cubes, des bouteilles de 10 mètres cubes qui peuvent aller jusqu'à 8 bouteilles par jour. 10, même 10. 10 ou 10, ça fait 1 million. Où est-ce qu'on peut prendre cet argent? Et qu'est-ce que vous préconisez? Que préconisez-vous concrètement? C'est là que j'ai fait un appel. Oui. Ce que j'ai entendu, vous êtes privé, oui. Taisez-vous. J'ai dit, mais moi, si vous baissez l'oxygène, moi, je baisse la facturation. Non, ce n'est pas notre problème. Vous êtes privé, faites payer ce que vous voulez. Bon. Ici, peut-être... Pendant ce temps-là, vous entendez ce qui se passe. Il y a un gros débat actuellement entre le professeur Seydi et les organisations. On dit que l'oxygène est en tension. Est en tension, oui. Ici, ce qu'il faudrait peut-être envisager, que cet oxygène soit subventionné par l'État. C'est pour que le prix puisse... Ce que j'ai voulu parler, on m'a dit non, tu es privé, tais-toi. Tu es privé, tais-toi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein? On n'a pas à te donner de l'oxygène pour tes malades. Ce qui nous amène à évoquer, je sais que c'est un débat au niveau du monde scientifique et même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, l'approche CTE, Centre de traitement des épidémies. Est-ce que c'est une approche qui peut être pertinente aussi longtemps qu'on aura à gérer cette pandémie dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer, dont on ignore même encore le degré de gravité, puisque le delta nous a montré que c'est un mutant qui se mute très rapidement. Oui. Est-ce que l'approche CTE pourra rester à être pertinente aussi longtemps qu'on sera dans cette pandémie? Monsieur Ibra Kane, dans votre journal, là, vous avez prévu de travailler comme un journaliste. Vous allez prévoir quand il y aura une bombe atomique, quand il y aura un terrorisme pour faire votre journal. Donc je pense qu'une profession, ça se met en place et on doit être prêt à tout. Oui, on n'attend pas qu'il y ait un petit business pour dire voilà, c'était budget temps, on recrute des gens, ses copains, on les met là-bas, on les paye, tout le monde se tait, tout le monde doit se taire. Vous êtes au courant? Bousso est parti. Je ne suis pas au courant. Les scientifiques, il n'y a aucun qui parle. Les têtes tombent dès que tu parles. Bousso est parti. Non, mais le professeur Seydi parle toujours. Madame Ndiaye. Madame Ndiaye, elle parle sous parole, sous contrôle. Oui, mais la communication, quand même, depuis le début, au niveau du ministère de la Santé, a été gérée de cette façon. Non, il a eu des dissensions tout de suite. Oui. Il y a eu des dissensions tout de suite. C'est nous, de grâce à vos radios, qui ont dit d'abord qu'un ministre n'a pas présenté des résultats. Il n'est pas scientifique. C'est là que vous avez vu le monsieur Ndiaye qui est venu, qui est un immunologiste, qui est un expert en infectiologie, hein, qui donne des résultats sur lesquels on peut poser des questions. Oui. Et sur le CTE, qu'est-ce qu'il faudrait envisager? Une décentralisation? C'est artificiel. C'est artificiel. Qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que je veux poser une question naïve pour que les gens comprennent. Est-ce que je peux considérer aujourd'hui qu'on devrait pouvoir aller vers le traitement des malades dans un dispensaire du coin? Bien sûr. Un médecin, on te forme pour toutes les maladies qui existent et qui vont venir. Et actuellement, il n'y a même pas besoin d'aller au cours. Moi, tous les gens que je soigne, je ne suis pas retourné à l'université. Il y a des parutions, il y a des journaux qui, dès que Dr Ibra Kane veut savoir c'est quoi le sida, en 10 minutes, il le maîtrise. Et en 20 minutes, il a 20 patients qui viennent le solliciter, il va encore maîtriser. Donc vous voyez, c'est la médecine, quand on a notre thèse, on nous dit que vous commencez à être médecin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre capacité maintenant, comme un journaliste, d'aller faire de la recherche et de pouvoir servir votre patient avec les moyens actuels et plus efficaces. Il y a cette phrase importante en médecine. On n'a pas d'obligation de résultat, mais on a une obligation de moyens.
Donc on est en train de chercher les tests les plus efficaces pendant qu'on est en train de nous envahir sur Dakar avec des choses qui sont déjà là. On est en train de chercher, comme je vous ai dit, que l'antibiotique ne marche pas. Hein? Il y a un produit qui est en cours qui s'appelle la colchicine, qui est un poison, qu'on a vu que le virus ne l'aime pas. Bon, les Canadiens ont commencé, au Sénégal, il y en a qui ont commencé. C'est comme ça, c'est vraiment la recherche, faire la bouilloire et en sortir un bon jus. Et ça, on n'attend pas qu'on nous dise, c'est dans un CTE que ça se passe. L'infirmier de Ngor, aujourd'hui, doit pouvoir accueillir son patient, lui apporter quelque chose, téléphoner à son médecin-chef, attention, j'en suis là, ça ne marche pas avec le Doliprane, est-ce qu'on passe à autre chose? Et là, à ce moment-là, tout le monde est soigné en même temps. Pour résumer votre pensée, il faut aujourd'hui décentraliser les soins, il faut une union sacrée de tous pour faire face. Il faut une médecine. Il faut un pays où il y a de la médecine. Très bien. La médecine. La médecine. Jury du dimanche avec Dr Babacar Niang de Suma Assistance. Mabourba qui pose également une question. Je souhaiterais quelques éclaircissements sur la courbe épidémiologique qui connaît une augmentation notable ces derniers jours. Et si la tournée économique du gouvernement ne serait à l'origine de la troisième vague ou la mauvaise gestion ou mauvaise communication, voire même le relâchement du CNGE chargé de la lutte contre le Covid-19 qui aurait favorisé la hausse des cas. Il se pose des questions. Tournée économique, mauvaise communication, mauvaise gestion, relâchement. Bon, vous parlez de gestion en plus. Oui, c'est lui, Mabourba. On parle de gestion. Mabourba. Voilà. Alors qu'il faut un comité scientifique. Gérer, c'est quand vous faites votre radio, vous ne gérez pas. Vous avez un groupe derrière vous qui vous a géré l'organisation et tout. Mais pour faire votre débat scientifique maintenant, il vous faut autre chose. Ce n'est pas ce comité de gestion qui va vous dire, docteur Niang, demandez-lui ici. Qu'est-ce qu'il pense? Il faut créer un cadre, voilà, qui sera en plus indépendant. Scientifique. Qui n'est pas indépendant. Moi, j'ai des professeurs qui me disent quand ils vont vont des de réunions à côté du président, Raibop, hein, ils se grattent la tête, ils disent oui à tout ce qu'on leur dit. Et ça, c'est les professeurs éminents qui m'ont téléphoné, qui ont fait des expériences comme ça. D'accord? Donc, il aurait fallu qu'il y ait un plateau scientifique de gens qui n'ont peur de rien, qui n'ont aucune contrainte, hein, qui nous donnent des analyses. C'est maintenant ce comité de gestion. Est-ce qu'il va se brancher, excusez-moi le terme, sur ce comité scientifique pour donner les bonnes informations à nos autorités? Mais nos autorités, quand on les soupçonne encore, comme vous avez dit, les tournées économiques, bon, oui, est-ce que aussi il ne faut pas quelqu'un pour les conseiller? Mais on ne peut pas se lever une maladie aussi inconnue que les médecins n'arrivent pas à maîtriser. Et on voit un gouverneur, on voit un préfet s'étaler comme il veut. On va essayer d'avancer un peu. C'est vrai, il y a la Covid, mais il y a aussi d'autres aspects, d'autres domaines de la médecine, de la santé. La gestion des urgences dans le système sanitaire sénégalais, on en a souvent parlé. Je disais tout à l'heure que vous étiez un spécialiste des urgences. Si vous devriez faire un diagnostic, comment vous le présenteriez? L'urgence, bon, c'est le SAMU, hein, c'est le SAMU national. J'aurais pu prendre ce nom-là parce qu'il était même libre à cette époque. Mais j'ai cherché, j'ai mis le mot Souma, qui était un mot sénégalais. Bon, pendant longtemps même, on nous appelait comme SAMU. Donc j'ai laissé la place parce que je vois que c'est un domaine qui doit être du régalien. C'est ça. Voilà. Mais ce domaine-là, il est clair. Oui. Un SAMU doit être dans un hôpital. Je vais chercher quelqu'un qui a une jambe cassée, il y a la radio, il y a le Rian. Et là, malheureusement, ce n'est pas ça. Ils ont été dans des hôtels, ils ont été dans des appartements. Ils viennent d'avoir un local au milieu de Fann qui n'a aucune relation avec SAMU, ça signifie quoi? Service d'assistance. Ouais, service d'assistance urgente médicale. Donc tu dois assister ta population dans le monde entier. On a rajouté même au Sénégal SAMU national.
Et malheureusement, il n'y a que 4, ils ont encore 4 bureaux à peine. Je crois qu'ils sont arrivés à Kaolack, ils sont à Saint-Louis, ils sont à Dakar. Donc, et dans chaque installation, en plus, c'est comme une installation privée. Si l'hôpital a besoin de vous, il faut faire 100 km déjà pour aller à l'hôpital. Alors que ça, donc ils n'ont pas réglé le problème des pompiers. Vous êtes au courant, l'histoire des pompiers, où on allait dans un hôpital, on nous disait il n'y a pas de place, on va dans l'autre. Bon, heureusement, ils le font par téléphone. Et je te dis, nous-mêmes, on est sollicités par eux. Depuis, bon, entre ça et autre chose. Je vous ai envoyé, je pense, quelques demandes qu'on reçoit hier à 2h du matin. Ça venait d'eux. Voilà. Donc, ils ne maîtrisent même pas les places de la fonction publique. Un SAMU qui est un malade aujourd'hui doit appuyer sur un bouton, toutes les portes s'ouvrent. Mais on voit quand même que nos structures sanitaires sont dotées de services d'urgence. Oui, ça se met en place. Non, au Sénégal, ce qui est bien, quand quelque chose démarre, tout le monde s'y met. Voilà. C'est comme les SAU, services d'accueil mais ça a des normes claires. Mais là, tout le monde ouvre son SAU. Et le pire que j'ai vu, c'est quand les urgences ont bien marché, un médecin même qui a mis service d'urgence sur rendez-vous. Quel réflexe je dois avoir quand je suis dans une situation d'urgence? Quel réflexe? C'est d'aller à l'hôpital? C'est de faire quoi? On ne va plus à l'hôpital. Oui. On ne va plus à l'hôpital. Ça s'appelle la médecine pré-hospitalière. Oui. Il y a des maladies, le temps que vous allez à l'hôpital, vous allez perdre beaucoup de choses. Oui. On vient, on vous fait ce qui est à l'hôpital, on vous l'amène chez vous. Ce que moi j'appelle passer dans un ambulance, j'appelle ça des unités mobiles de soins. C'est des ambulances qu'on équipe de telle façon qu'ils peuvent prendre en charge tous les chiens chez vous. Ils peuvent être alertés à tout moment, voilà. Parce que aussi, cela suppose toute une communication que dans chaque maison au Sénégal, il y ait une formation, qu'on ait les bons réflexes, mais aussi qu'on puisse avoir un accès facile. Un SAMU doit être gratuit de toute façon. Un SAMU, c'est gratuit. Nous, privés, un accident de la route, vous nous appelez, on vient. On ne vous demande rien. On vous secourt d'abord. Et ça, c'est déjà, même privé, on est obligé de le faire. Venons-en maintenant aux évacuations sanitaires à l'intérieur et à l'étranger. On a vu qu'avec cette Covid, que les évacuations à l'étranger, on pouvait même s'en passer. Mais cela suppose aussi qu'on tire vraiment les bonnes leçons de cette pandémie. En s'équipant davantage, comme on dit, avoir un plateau technique avec certaines normes assez relevées, avoir des structures sanitaires également dignes de ce nom, former les médecins, tout le personnel soignant. Les évacuations sanitaires, est-ce que le Sénégal est dans la bonne tendance? Je suis désolé, je ne pourrais pas vous faire plaisir. Là, on vous a raconté les Marocains qui viennent faire des formations à Dakar. Oui. Vous êtes au courant? Marocains, oui, ils sont forts. Vous êtes au courant que les Sénégalais évacuent vers le Maroc? Oui, des Sénégalais qui évacuent vers le Maroc, oui. Vers le Maroc. Ça aussi, ça veut dire un médecin formé du Maroc, formé au Sénégal, il rentre au Maroc, il devient plus performant que les professeurs qui l'ont formé à Dakar. C'est ces professeurs actuellement qui vous appellent. Mohamed Ben, tu étais en stage chez moi, trouve-moi de la place là-bas pour mon cancer ou mon problème. Oui, mais ma question c'est de savoir, est-ce qu'on peut se passer d'évacuation sanitaire à l'étranger aujourd'hui, au Sénégal? Bon, on a évacué des gens pour aller passer des scanners à une époque. Oui. Donc, il y a eu un progrès. On n'en parle plus. On n'en a plus besoin. Les grandes choses qu'on a, c'est les cancers, les problèmes cérébraux et les problèmes cardiaques. Oui, il faut avoir aussi confiance dans notre système sanitaire. Bon, quand même, je pense que je suis à 35 ans de médecine privée et je vois quand même que les gens se mettent dans le système de la médecine. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que la médecine européenne, la médecine Wolof Bangifi. Et je peux vous raconter des histoires des gens qu'on a pris en charge, scanners, tout pris, guéris d'un accident vasculaire. Oui.
10 minutes après, les parents vous disent qu'il est parti en Casamance pour pour regarder le corps. C'est très sénégalais. D'accord. Ouais, c'est très sénégalais, oui. Bon, chez nous, les parents tout couleur, c'est pareil. Oui. Il faut qu'il aille avec son petit bœuf ou son mouton chez son marabout. Donc, vous voyez, donc, on a encore toutes ces médecines qui sont là. Donc voilà, je pense qu'il y a un chemin il y a beaucoup de chemin à faire. Et déjà pour convaincre la population. Et en plus, c'est étonnant, on voit des gens intellectuels, mais si vous mettez la main à la ceinture, là, vous avez 400 kilos de gris-gris. Un gris-gris pour aller au travail, un gris-gris pour ne pas faire d'accident, un gris-gris. Donc, vous voyez, et dans ça, quand... Bon, maintenant que le paradoxe vient, moi, je dis qu'il y a quelque chose de paradoxal dans notre formation. Et là, tu manges au bol avec la main. Hein? À l'école, combien de fois on t'a dit qu'on ne peut pas laver la même main, tout le monde ne peut pas se laver dans le même bol. Mais vous voyez, on le fait. Oui, on peut toujours continuer à manger dans le même bol avec la main, mais en prenant voilà, un certain nombre de ça s'est amélioré, on a il y vu quand même la culture qui est importante. Mais vous voyez nous ne soyons pas nihilistes quand même, on n'est pas nihiliste, mais on est formaté, mais on a en même temps, moi j'appelle ça même une résistance. Une résistance à la fois même physique, parce que on prendrait un Européen qui n'a jamais mangé un bol, il se lave dans le même bol, il a la gastro. Vous voyez, donc ça fait même partie de... Et ce corona même, on parle de l'exception africaine. Ce corona a existé au Sénégal. Vous allez en dossier, vous allez en pédiatrie là, il y a des dossiers de corona sur des enfants depuis longtemps. Mais regardez, qu'est-ce que l'OMS avait dit quand la maladie va arriver en Afrique? Oui, qu'on aurait des centaines de milliers de morts. Hein? C'est pas arrivé et ça n'arrivera pas. Vous pouvez le certifier? Bon, je ne peux pas le certifier, mais déjà, si l'Europe, l'Amérique a plus de problèmes que nous, bon, il faut la fatalité dedans. C'est vrai que mon parent du foot est là, Paolé, bon, quelqu'un arrive, on ne se pose pas de questions. Il ne peut pas faire 50 km pour aller à Ndioum, faire son test. Il doit venir à Dakar, lui donner le résultat. Le résultat sur Dakar, maintenant, regarde de 72 heures. Vous imaginez. Donc, il faut décentraliser les enseignements à tirer de cette crise. C'est vraiment de rapprocher la santé de la population. Voilà. Vous êtes également, et c'est pour terminer notre émission en 2-3 minutes, vous êtes également, Babacar Niang, affilié à d'autres organisations comme la Soframas, qui s'occupe de la médecine aéronautique, affilié également à l'Ordre des médecins du Sénégal. Qu'est-ce que c'est que la médecine aéronautique? La médecine aéronautique, c'est comme les permis de conduire. Vous conduisez un appareil qui est plus important qu'une voiture. Donc, vous voyez, même il y a un service médical maintenant pour votre permis, je pense qu'il est renouvelable tous les 5 ans. Dans l'aéronautique, vous avez vu quand même une personne à lui seul qui détient 300 000 passagers, 300 ou 300 000 non, 300 passagers dans un aéronef. Oui. Vous voyez, le moindre malaise, c'est tout l'avion qui part. Donc, ils ont des règles très précises où, selon l'âge, tous les 6 mois, tous les 3 mois, on doit chercher toutes les maladies potentiellement pouvant se déclencher de façon brutale. Donc, ECG pour chercher le cœur, problème respiratoire, surtout la drogue. La drogue aussi est un grand souci dans l'aviation. À titre d'exemple, Suma Assistance a assuré la gestion des urgences médicales et du centre médical de l'aéroport international Blaise Diagne du 7 décembre 2017, c'est-à-dire le jour de l'inauguration officielle de l'AIBD, au 31 mars 2019. Ça, c'est le hasard même pour te dire. Le chantier, on l'avait ouvert 10 ans avant. Parce que nous, avec nos systèmes d'ambulance, on fait ce qu'on appelle l'aspirine en main. Vous devez mettre ITV aujourd'hui à Tambacounda. Vous nous dites, venez nous occuper du médical. On met l'infirmier, on met le médecin, on met le véhicule. Le temps que vous construisez votre centrale. L'aéroport, on était là-bas 10 ans avant. On a vécu tous les déboires financiers qui sont passés entre les Turcs qui l'ont racheté au dernier moment, les Arabes et les Saoudiens qui
Non, les Koweïtiens, c'est Oui, les Ben Laden. Bin Laden. Bon, voilà. Saoudiens. Bon, et Oui. tout le débat franco-indépendantiste d'un Sénégal qui ne passe pas par la France. Bon, ça, on l'a vécu pendant le chantier. La médecine aéronautique, elle est également capitale parce que le monde voyage, c'est l'avion. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis curieux de savoir, parce qu'on a beaucoup parlé du coronavirus. On a dit que les avions ont été mis en cause, c'est pour cela que les aéroports ont été fermés. Alors, quel est le taux de transmission des virus, pas seulement le coronavirus, les virus de manière générale, dans un avion? Un avion, c'est une bouilloire. Un avion, une bouilloire. Une bouilloire. Ou une bouilloire et un incubateur. Bouilloire de virus. De tout. Incubateur de virus. De tout. De tout. Les pilotes, on continue à trouver des tuberculoses sur des pilotes qui sont censés avoir tous les moyens de développement socio-économique. Un pilote, c'est quelqu'un dont les parents ont payé des études à des coûts de milliards, qui sort, qui ne dort pas dans une chambre, qui dort que dans des hôtels et des palaces. Donc ces gens-là, où est-ce qu'ils vont s'attraper, hein? Et c'est pour ça que, peu ou prou, on constate quand même que ce virus, comme on le dit, c'est un virus qui s'en prend aux riches, à ceux qui sont d'un certain niveau social. Non, je pense qu'il est démocratique. Oui, il est démocratique, non, on est bien d'accord, mais quand même, on a vu quand même, voilà, ce virus s'en prend à des personnes puissantes, quoi. Non, il a laissé personne. Personne, je peux vous dire. Sur Dakar, là, je sais dommage, je ne peux pas vous donner des noms. Je suis d'accord avec vous, c'est le bon discours, il n'épargne personne. On recevait Dr Babacar Niang, médecin-chef à Souma Assistance. Vous êtes spécialiste des urgences, spécialiste aussi de la médecine aéronautique. Vous qui vivez entre deux avions, sachez que l'avion est un bouilloire ou un incubateur de microbes. Vous ne vous en portez que mieux, n'est-ce pas? C'est vrai, il y a cette pandémie, mais on voyage moins, c'est vrai, mais bon, on peut vivre peut-être sans avion. Le jury du dimanche, iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne préférée, imedia.sn pour le texte Dieba, pour la photo Abdoulaye Silla. Réalisation Masmoub Babacar Ndiaye, à la prise de son Iba Marsen, la présence de doyen Harfal, hein? Merci de nous avoir regardés et écoutés. Mahmoud Imrakan à la présentation. Réseaux sociaux, Fatima Taba Birampoui. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.